De Paris est bon et joli. Avec la libération, la France peu à peu se reconstruit. La police parisienne conserve son statut de police municipale, mais sa préfecture demeure un véritable État dans l'État, avec ses propres règles de recrutement, ses propres écoles, ses propres méthodes et techniques de travail. Les 30 glorieuses succèdent aux années de privation de la guerre et avec le plan Marshall, la pègre retrouve de nouvelles sources de revenus, notamment en réorganisant la prostitution suite à la loi Marthe-Richard et à l'abolition des maisons closes. Une pègre nouvelle se met en place et va être caractérisée par sa violence. Alors, c'est la fin de la guerre, il y a beaucoup de mecs qui ont fricoté avec les fridolins sous l'occupation. Alors, il y en a qui se sont fait arrêter, il y en a qui continuent, etc. Il y en a beaucoup qui ont fait de la résistance, qui n'en ont pas fait du tout, mais ils ont ces certificats de résistance, etc. Il y a une pègre qui se porte bien dans les années 45, 46, 47, le milieu toujours. Et comme il y a une criminalité en expansion, il y a beaucoup d'opérations de police. On voit d'ailleurs apparaître ce qu'on ne voyait pas avant-guerre, des mitraillettes. Ils ont des mitraillettes. On est de plus en plus dans des films de gangsters américains, quoi. Aucun personnage n'est plus représentatif de cette période d'après-guerre que Pierre Loutrel, dit Pierrot le Fou. À lui seul, il résume en quelque sorte toute la complexité de l'époque. Il a été voyou, il a fait les bataillons, le Bat-Daf, il a été complice de la Gestapo, il a été dans la résistance. Voilà tout le personnage, toute la complexité de l'époque. Il est surtout, dans cette immédiate après-guerre, l'ennemi public numéro 1 de la police, parce qu'il est à la tête d'un gang très célèbre, le gang des tractions avant, qui va, par une série de hold-up spectaculaires, faire la une des journaux pendant des mois. Un des épisodes les plus marquants de la traque du gang des tractions avant par la police se déroule tout près d'ici, en bord de Marne. La police a tout mis en œuvre pour essayer d'identifier puis d'arrêter ces membres de la bande. Atia, Bouche Sèche, tous ces lieutenants de Pierrot le Fou et Pierrot le Fou lui-même. Alors on utilise les surveillances, les filatures, les écoutes téléphoniques et bien sûr les indicateurs. La fin de Pierrot le Fou est aussi grotesque que sa vie a été exaltante. Suite à un dernier braquage raté, ivre et énervé, il se tire une balle dans le ventre et en meurt. Ses complices décident de l'enterrer sur l'île de Gillier, à côté de Mantes-la-Jolie. On le transporte en barque et on l'enterre sans pierre tombale. Quand tu te fais charger, tout à coup, tu es dans une foule et tout à coup, ça s'emballe. Tu commences à entendre des bruits, des cocktails Molotov qui explosaient à toutes les 5 minutes. Tout à coup, tout s'emballe, c'est la foule en délire et tout le monde court partout et les portes cochères se ferment. Moi, j'ai réussi à échapper justement à une matraque parce qu'une porte a été encore assez entrebâillée pour que je puisse me sauver. Mais derrière moi, ce n'était pas le cas, quoi. Il y avait une mythologie du CRS. CRS-SS, c'est une espèce de force obscure
qui étaient casquées, brillantes, qui avaient des matraques, des trucs comme ça, des gaz lacrymogènes. C'était la matraque et les gaz lacrymogènes et le casque, le brillant du casque. Puis les lunettes, ils avaient des lunettes extraordinaires comme des martiens. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes.